Monsieur le ministre de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg, Éric Thiel, Monsieur le secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, cher ami, Monsieur Björnberg, Monsieur l'ambassadeur du Luxembourg, représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe, cher ami, Monsieur Patrick Engelberg, Monsieur le président de l'Institut européen des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, Monsieur l'ambassadeur André Biva, Madame la directrice par intérim de l'Institut européen des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, et je pense que je n'ai pas dit tous vos titres, Madame Irena Judikova, Madame Catherine Trautmann, ancienne ministre de la Culture, conseillère municipale de Strasbourg, et je m'arrête là. Madame Gabrielle Rosner-Bloch, représentant le président de la région Grand Est de France, Excellences, Mesdames et Messieurs les invités de marque en vos noms et qualités respectives, chers membres de l'AEPJ, Mesdames et Messieurs, chers amis. Lorsque le 12 octobre 2004, les statuts de l'Association de droit luxembourgeois appelée Association européenne pour la préservation et la valorisation de la culture et du patrimoine juif ont paru au registre du commerce du Luxembourg, la présidente d'honneur actuelle de l'association, Madame Claude Bloch, ici présente, Madame Laura Moyel et moi-même n'aurions même pas en rêve pensé que 20 ans plus tard, et quelques semaines de plus, nous serions réunis solennellement, ici au Conseil de l'Europe, sous la présidence luxembourgeoise, en compagnie de si nombreux invités de marque et d'amis et de collègues de longue date. L'aventure avait en effet commencé, comme souvent lorsque le succès d'une initiative se dessine, par une idée toute simple en somme, qui plus est ici sur la terre d'Alsace, qui entoure ce magnifique palais de l'Europe. Madame Bloch avait réuni autour d'elle des bénévoles associatifs, mais également avait fédéré l'organisme de tourisme du Bas-Rhin afin d'ouvrir par des journées portes ouvertes les lieux du patrimoine juif, souvent inaccessibles, mais connus, presque toujours en grand danger de délaissement, voire d'abandon. Je voudrais ici rendre aussi hommage à une des pionnières ici présente, Madame Catherine Lehmann. Oui, il y a 25 ans déjà, 3 années d'activité autour du patrimoine juif en Alsace, puis également dans le Bade-Württemberg voisin et allemand, avaient montré que l'intérêt du public à découvrir ce qu'est le judaïsme à travers les synagogues, les cimetières juifs, les bains rituels ou les autres lieux et monuments liés à l'histoire juive et très souvent à l'histoire locale et générale constituait un terreau sur lequel pouvait germer une initiative européenne unique. Et lorsque Claude, mon mentor, cette grande dame qui est devenue une grande amie d'une autre génération depuis, m'a approché, décidée, convaincante et énergique pour lancer la première journée européenne de la culture juive, je n'ai pas hésité une seconde. Nous ferions de cette idée une action unique en Europe, du même style, mais à condition d'ouvrir cette initiative à un maximum d'acteurs, d'inciter, de ne pas dicter et d'encourager, mais de ne pas créer d'organisation stricte, austère, ingérable. Le résultat fut spectaculaire. 17 pays organisèrent cette journée et quelques années plus tard, nous sommes devenus une association qui regroupe des acteurs juifs et non juifs, des associations, des organisations et institutions d'une très grande variété sur le plan local, régional et même national, puisque nous avons 2 ministères comme membres de notre association. Sur ce terreau fertile de la Journée européenne de la culture juive, nous fûmes tout heureux de créer l'itinéraire européen du patrimoine juif en 2004 et d'obtenir à l'époque le label du Conseil de l'Europe de grand itinéraire culturel européen, un label qui a disparu depuis, enfin le grand en tout cas. J'ai fait quelques recherches dans mes archives personnelles et j'ai trouvé la version de mai 2004 du carnet de fiches du Conseil de l'Europe sur les itinéraires culturels. La fiche du patrimoine juif indiquait ce qui suit. Le patrimoine juif fait partie intégrante de l'histoire européenne et de sa culture. L'histoire et la culture juive sont en grande partie enracinées dans l'Europe et sont faites d'une histoire pleine de migration, de persécution et de précarité, mais également d'échanges humains, d'humanisme et une profusion d'enrichissement mutuel. Et la brochure de continuer. Le judaïsme a eu un impact sur les styles de vie, culture, cuisine, chant, danse, langue,
de la plupart des Européens, que ce soit par les valeurs qu'il promeut ou par le fait que pendant des siècles, les Juifs et les non-Juifs ont coexisté. Tout est dit dans ces quelques phrases introductives. L'année suivante, en 2005, la Journée européenne de la culture juive eut pour thème la cuisine juive en héritage. Et en 2006, les itinéraires du patrimoine juif fut le sujet qui, fort à propos, fut sélectionné. Notre directeur, Victor Sorensen, nous présentera plus tard, après la pause, un flashback de ces 20 années en fin de matinée. Donc. Cette présentation se fera à la suite du colloque qui suivra la préséance officielle, colloque qui a pour thème le patrimoine juif médiéval. C'est l'occasion de le remercier de tout cœur, au nom du bureau de notre association, pour ses très bons services, sa gentillesse et sa compétence incomparable. Je ne sais pas où il est, mais bon. Grâce à Victor et à toute l'équipe de notre bureau de Barcelone, où nous avons donc nos bureaux, Federico Sarfer, un autre collaborateur, est présent ici. La EPJ s'est développée de façon spectaculaire ces dernières années, profitant également de fonds de l'Union européenne, à côté du réseau incomparable des institutions du Conseil de l'Europe et des autres itinéraires européens, avec qui nous avons tissé de nombreux liens. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier mes collègues du bureau de la EPJ, dont certains font partie de l'aventure depuis le début. Je voudrais citer en particulier Mesdames Annie Sacerdotti et Assumption Hosta, des bâtisseurs talentueux et bienveillants. Je voudrais également dire mon admiration devant le travail de nos trésoriers successifs, celui actuellement Patrick Bicard, qui malheureusement n'a pas pu venir, et Madame Caroline Lambert, ici présente, qui était trésorier pendant de nombreuses années, a fait un excellent travail. Et je voudrais aussi saluer ma collègue du bureau, Madame Claudia de Benedetti, qui fait un travail exemplaire également. Et bien entendu, je ne voudrais pas omettre tous les représentants ici présents de nos membres, grâce à qui nous avons pu développer toutes ces activités autour du patrimoine juif dans tous les pays membres, allant du tourisme aux activités de formation et aux inaugurations de plaques sur des synagogues iconiques. Et je voudrais aussi saluer la présidente de l'Union des communautés juives italiennes, Madame Noémie Di Segni, ici présente, qui est aussi très active. Mesdames et messieurs, quel ne fut pas mon enthousiasme, même mon émotion de voir à Ziezmarai, en Lituanie, en juin dernier, la plaque que nous avions apposée il y a 20 ans sur cette synagogue en bois, restaurée depuis. J'ose espérer que nous avons contribué un peu, voire beaucoup, au sauvetage de cet élément du patrimoine juif unique en Europe. N'est-ce pas Jean-Pierre Lambert, qui, je crois, est dans la salle aujourd'hui et qui faisait partie de la délégation, notamment aux côtés d'Assumption Rosta. D'autres plaques ont été apposées sur les synagogues de Pfaffenhofen, ici en Alsace, ou dans celle de Venise, dans le ghetto. Ces activités n'auraient pas pu se dérouler sans le soutien d'institutions membres de la EPJ, telles que le Bnei Brit, les collectivités territoriales ou bien les membres espagnols qui développent le tourisme des quartiers juifs, tels la Red de Juderías de España et le patronat Col de Girona en Catalogne. Ni d'ailleurs sans le précieux soutien de la Rothschild Foundation et celui de la Kyriati Foundation. Je souhaiterais remercier encore tous ceux avec qui nous avons travaillé ces dernières années, dont je ne pourrais pas citer tous les noms, mais je souhaite en particulier saluer Madame Gabriela Battagni-Dragoni, ancienne secrétaire générale adjointe du Conseil d'Europe, je crois ici présente. Et je ne saurais faire taire notre profond sentiment de gratitude envers Monsieur Stefano Dominioni, le secrétaire exécutif sortant de l'accord partiel du Conseil de l'Europe des itinéraires culturels. Les liens forts avec le Conseil de l'Europe se sont d'ailleurs matérialisés récemment, lorsque l'AEPJ a soutenu financièrement l'installation de la fontaine offerte par le Royaume du Maroc dans les jardins du Palais, ici, exemple d'un merveilleux artisanat juif du Maroc. Pour terminer ce petit tour d'horizon historique, forcément réducteur, je voudrais m'adresser à Monsieur le ministre de la Culture du Luxembourg, Éric Thiel. Votre présence aujourd'hui est plus qu'un symbole. Elle nous réjouit, elle nous conforte, elle nous soutient. Elle nous soutient à un moment où les tensions en Europe sont plus vives que jamais, où la lutte contre les préjugés à l'encontre des Juifs que nous avons pratiquée pendant 25 ans doit non seulement continuer, mais s'intensifier. Par un message commun que l'on appelait la tolérance il y a 30 ans,
qu'il faut, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège ici à Strasbourg, je le rappelle, appeler maintenant le vivre ensemble. Je voudrais rendre hommage ici aux autorités luxembourgeoises, politiques et administratives, avec qui, tout au long de ces années, nous avons pu développer ensemble toutes sortes d'initiatives communes. Sur des colloques au Luxembourg, des expositions également. Ce fut il y a 4 ans maintenant, le lancement de la journée européenne, des Journées européennes de la culture juive à Luxembourg par l'inauguration de la plaque à l'endroit de la première synagogue, en présence de 3 ministres et de la bourgmestre de la ville de Luxembourg. Cette activité passa en prime time au début du journal télévisé de RTL. Merci pour ces moments forts en commun. Continuons ce chemin ensemble si vous le voulez bien. À ce stade, je ne saurais passer sous silence l'extraordinaire, et je pèse mes mots, dévouement et le plein engagement de Monsieur l'ambassadeur Patrick Engelberg, grâce à qui, et grâce au soutien de son équipe, nous avons eu l'honneur de placer notre anniversaire sous le chapeau ô combien estimable de la présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Europe. Et comment ne pas remercier de tout cœur les organisateurs strasbourgeois de cette réunion, emmenés par Mesdames Claude Bloch et Françoise Elkoubi, facteurs de réussite totale de cet événement. Comment finir mon discours autrement que de souhaiter à notre association, aux partenaires nombreux sur le terrain, aux communautés juives, mais au-delà, à tous les acteurs de la société européenne, un succès commun, celui de la consolidation durant les 20 prochaines années de la culture et du patrimoine juif, pour qu'il soit placé au centre de l'action sociétale. Car à travers l'histoire commune que nous retraçons, à travers les personnages, les lieux, les bâtiments, les locutions, les idées et habitudes communes, nous montrons et nous montrerons encore et toujours que de s'intéresser à l'autre, que de s'inscrire dans un élan commun de partage, qu'enfin de s'assumer les uns et les autres avec notre propre identité, mais en voulant apprendre des autres, nous consoliderons l'Europe et son devenir dans le bon sens, le seul sens qui vaille, celui de la fraternité entre les femmes et les hommes qui composent cette société. Vive le patrimoine juif, vive l'Europe. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Très bien. Merci, Monsieur le secrétaire général adjoint, Mesdames, Messieurs les représentants permanents, Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère municipale, Monsieur le Président, Madame la secrétaire exécutive et directrice intérim des itinéraires culturels, et bien sûr, Mesdames, Messieurs, en vos fonctions et qualités, chers amis, chers tout le monde, la survivante de l'Holocauste, Margot Friedländer, aujourd'hui âgée de 102 ans, a un jour déclaré, je la cite, « Ce que l'homme a laissé se produire, il a aussi la responsabilité et la capacité de l'empêcher à l'avenir. » C'est dans cet esprit que je suis très honoré de répondre à votre invitation aujourd'hui et de m'adresser à vous tous. Nous sommes réunis ici pour célébrer le 20e anniversaire de l'Association européenne pour le patrimoine juif, une organisation qui, depuis 2 décennies, œuvre inlassablement pour la préservation et aussi la promotion de la culture juive ici en Europe. Cependant, cet anniversaire intervient dans une période qui nous rappelle de façon poignante à quel point les acquis de notre civilisation restent fragiles. Quand M. Engelberg et M. Moïse m'ont approché en vue de cette célébration d'aujourd'hui, il était clair pour moi, en tant que ministre de la Culture, que je voulais être présent. Tout d'abord, premièrement, évidemment, parce que le Luxembourg assume actuellement la présidence du Conseil de l'Europe. Ensuite, parce que le siège de l'accord partiel élargi des itinéraires culturels se situe au Luxembourg et que mon ministère soutient ce programme depuis 1998. Et puis, au-delà de ces raisons déjà suffisamment importantes en elles-mêmes,
je voulais être parmi vous pour marquer mon soutien et ma sensibilité à ce vivre ensemble que promeut l'AEPG. Et oui, je voudrais m'adresser aussi à vous tous, non seulement en tant que ministre de la Culture du Luxembourg, mais également en tant que jeune ministre, représentant une nouvelle génération profondément consciente de sa responsabilité de porter la mémoire. Être passe-mémoire, c'est non seulement se souvenir, mais c'est aussi transmettre, réfléchir et agir pour que les erreurs du passé ne se répètent plus jamais. Normalement, quand on entend parler d'un anniversaire, on pense à une occasion pour fêter, féliciter quelqu'un en lui souhaitant plein de bonnes choses et de réussite. C'est le cas aujourd'hui avec le 20e anniversaire de l'Association européenne du patrimoine juif et je commencerai donc tout simplement par vous souhaiter un joyeux anniversaire. En même temps, cette journée de célébration de l'anniversaire de l'APG coïncide aussi avec un anniversaire autrement important et un contexte plus grave qui marque cette année. Les 80 ans de la libération du camp de concentration d'Auschwitz le 27 janvier 1945, cela à un moment où la culture de la mémoire est aujourd'hui sous une pression particulière. Le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, que nous commémorons dans quelques jours, nous rappelle avec force pourquoi nous avons le devoir de nous y consacrer. Auschwitz n'est pas seulement le symbole du plus grand crime de l'humanité, c'est aussi un avertissement. Nous ne devons jamais répéter les erreurs du passé. Mais les événements de cette époque ne sont pas uniquement des faits historiques, ils représentent une obligation permanente de lutter contre toutes les formes d'antisémitisme, d'intolérance et de haine qui connaissent malheureusement aujourd'hui une inquiétante résurgence. Nous vivons une époque où les valeurs démocratiques sont sous pression, où des récits biaisés, des désinformations dévisent nos sociétés et où le patrimoine culturel, comme nous le voyons en Ukraine, est intentionnellement détruit pour effacer des identités et aussi des mémoires. C'est précisément pour cela que la culture de la mémoire est aujourd'hui si essentielle. Elle nous donne la force de défendre nos valeurs et aussi de construire des ponts de compréhension et de solidarité. Ces derniers mois, j'ai participé à de nombreuses cérémonies commémoratives au Luxembourg en hommage à celles et ceux qui, il y a 80 ans, ont libéré notre pays. J'ai échangé avec des témoins de cette époque et avec de nombreux bénévoles et j'ai constamment souligné l'importance de ne jamais oublier. Mesdames, Messieurs, chers tous, c'est notre responsabilité collective de préserver la mémoire de ce chapitre sombre de notre histoire. Pour moi, en tant que jeune ministre, politicien, il est primordial que, alors que le nombre de témoins directs diminue, nous maintenions la culture de la mémoire et assumions la mission de transmettre ce souvenir aux générations futures. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons tirer les leçons du passé et protéger aussi nos valeurs communes, notre démocratie et notre liberté. Plus jamais de violence contre nos semblables, plus jamais d'oppression de groupes spécifiques et plus jamais d'oubli de ce qui a été. Cet objectif est un devoir que nous devons aborder tous ensemble. À cet égard, le travail de l'APG est un exemple remarquable. En mettant le patrimoine juif au centre de vos actions, vous contribuez non seulement à la préservation de notre histoire commune, mais aussi à la promotion de la tolérance et du respect mutuel. Vos efforts nous rappellent que la mémoire est une responsabilité qui nous concerne tous. C'est pourquoi m'est particulièrement important, en tant que ministre de la Culture, d'être ici présent parmi vous tous.
La culture est essentielle au travail de mémoire. À travers les œuvres de nos artistes, les films, les livres, peintures et bien d'autres, nous pouvons transmettre l'histoire et la préserver à jamais. Cela favorise l'engagement sur ces sujets, même et surtout pour ceux qui ne sont pas encore confrontés à la Seconde Guerre mondiale et aussi à la Shoah. Le Conseil de l'Europe, ici à Strasbourg, a été fondé il y a plus de 75 ans pour traduire la promesse du plus jamais ça en actes. Cette mission est aujourd'hui plus pertinente que jamais. Empêchons ensemble que le passé ne se répète pas. Mesdames, Messieurs, chers tous, je me suis également engagé à ce que la culture soit un thème central de la présidence luxembourgeoise ici au Conseil de l'Europe. C'est en effet la culture qui livre les clés de la lecture pour pouvoir décrypter qui est l'autre et qui fournit, nourrit et régénère cet issue de compréhension mutuelle qui est à la base de notre communauté de valeurs démocratiques partagées. Il y a en effet un lien inhérent entre culture et démocratie. C'est aussi ce que nous allons souligner en tant que présidence luxembourgeoise du Comité des ministres. Car au moment où le Conseil de l'Europe fête aussi le 40e anniversaire de la Convention européenne culturelle, il importe de rappeler ce lien et de renouveler l'engagement politique qui a mené nos gouvernements en 1954 de s'appuyer sur la culture pour atteindre les objectifs de l'organisation. Les itinéraires culturels et l'important travail de l'APG constituent un plaidoyer essentiel pour la tolérance et la construction de ponts. Je vous en félicite sincèrement et je vous encourage à poursuivre sur cette voie et je me réjouis que cela nous permet de célébrer de bon cœur et dans une perspective optimiste. Voilà, chers tous, pour conclure, permettez-moi quand même de partager avec vous une autre citation pour terminer de Margot Friedländer. Ne regardez pas ce qui vous divise, regardez ce qui vous unit. Ces mots résument ce qui compte vraiment. Ne regardons pas les différences, mais les points communs. Utilisons la culture de la mémoire comme un outil pour construire un avenir commun et solidaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de vos encouragements, de cette perspective large que vous avez donnée à notre action. Je voudrais me réjouir avec tous mes collègues aussi de la présence de si nombreux ambassadeurs. Excellence, soyez vraiment les bienvenus et également des membres des représentations permanentes ici à Luxembourg. L'enthousiasme est grand, on l'a vu sur les applaudissements. Tout le monde est content de cet anniversaire et il est tellement grand que moi-même j'ai interverti l'ordre des présentations et donc je voudrais m'en excuser auprès de Monsieur Björnberg, secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe. C'est votre maison, vous nous accueillez ici, vous êtes notre hôte et donc je voudrais avec retard vous m'en excuser, vous donner la parole et vous remercier de votre présence ici parmi nous. Thank you very much, and a very good morning to all of you. Minister of Culture of Luxembourg, Mr. Eric Thiel, President of the European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, dear François, representative of the President of the Grand Est region, Mr. Reuschner Bloch, Municipal Councillor of Strasbourg and former Minister of Culture of France, Ms. Trautmann, ambassadors, ladies and gentlemen. It's indeed a great pleasure to congratulate the European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage on its 20th anniversary.
Over the past 2 decades, this association has done exceptional work. By promoting Jewish culture, you not only preserve its rich and profound heritage, but it also renews and reinvigorates it. And it helps us to open the minds of current and future generations to the extraordinary contribution of Jewish individuals and communities to the history and progress of our continent. Because if by learning about this cultural story gives a sense of pride and self-discovery for some Jewish people, it is equally important for people from all backgrounds to understand the deep, diverse, and positive impact that Jewish arts, science, and creativity have given to Europe for centuries. Just take the philosopher Spinoza, or Hannah Arendt, or Simone Weil, and the great innovators Sigmund Freud, Marie Curie, and Albert Einstein, or the writers Roth, Zweig, and Levi, or for that sake, the painters Chagall, Modigliani, and Soutine. The list is extensive. So there are just a few prominent examples that I mention now of Jewish individuals whose thoughts, talents, and skills have enriched us all. As a matter of fact, European cultural history cannot be fully understood without the context of Jewish cultural history. And it has been this way for centuries, and it will remain this way thanks to the presence of Jewish life and culture on our continent today. Many highlights of that great Jewish story are captured in the European root of Jewish heritage, part of the cultural roots of the Council of Europe network. This route was established in the same year as the European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, so 20 years ago. And the association not only set it up, but the association had also worked to nurture and expand it to its current very healthy state. As the European root of Jewish heritage now brings together members from 24 European countries, it includes local, national, and international cultural and heritage institutions, with public bodies and private foundations, as well as NGOs and Jewish community federations. And physical sites include monuments and memorials, archaeological sites, but also synagogues, cemeteries, and ritual baths, as well as the synagogue that many of you will visit later today here in Strasbourg. On the route, there are also archives, libraries, and museums, and the increased use of technology to help bring much of this to life, with ever greater opportunities for learning, intercultural dialogue, and building a shared understanding of history. This is exactly what the cultural roots of the Council of Europe were established for. And I believe that in itself is a great achievement. But of course, the European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage activities encompass much more than this. Be it its celebrated European Days of Jewish Culture, its networks Overcoming Anti-Semitism project, or its Midor Ledor network, are further examples of its valuable work. Overall, it helps us open up access to culture, tackling prejudice,
and providing the training and skills needed for future work on Jewish heritage issues. So I take this opportunity of this anniversary to congratulate once again everybody who has contributed to all of this, but also to congratulate you in particular, dear Francois, the president of the association, along with the Secretary General, Ms. Osta, and the director, Mr. Sørensen. Your joint work is no doubt of crucial importance. From the Council of Europe's perspective, all these achievements sit alongside many of our related initiatives and work, such as the European Heritage Days, run jointly with the European Union, and which makes Jewish heritage accessible to wider audiences. We also have the Faro Convention on the value of cultural heritage for society, which empowers citizens to run various projects to help preserve our historical heritage. One such example being the initiative of pupils in a school in the Polish town of Frampol, who have taken up the responsibility for the upkeep of a Jewish cemetery that had been neglected since the town's Jewish population perished under Nazi occupation. Let me also mention the European Heritage Strategy for the 21st century, which promotes innovative ideas to create access and understanding of all heritage and culture in Europe, including Jewish heritage and culture. Again, let us look to Poland, which had such a large Jewish community before the Nazi atrocities, as it provides us with 3 good examples of what this strategy means in practice. Warsaw hosts the Tisch Jewish Food Festival. There is an anti-discrimination education for professionals provided at the Pauline Museum, also in Warsaw. And then there is the Pauline Museum's Museum on Wheels, an interesting educational exhibition on the history of Polish Jews. This traveling glass pavilion visits small Polish towns where Jews once were an important part of the local community and where traces of their presence are still visible today. It is really a great way to reconnect local people of today with the history of their towns. Well, all of this is indeed very important and uplifting. But at the same time, we must be equally mindful of the great harm that has been done to Jewish heritage, to Jewish life, in the Holocaust, of course, but also in the wider history of pogroms, violence, and hate on this continent. And regrettably, today we see a malicious increase of anti-Semitic attacks in Europe in response to recent and tragic events in the Middle East. It is vital that we act against this old, familiar, and terrible prejudice. For this, we have, of course, the work of our special representative on anti-Semitic, anti-Muslim, and other forms of religious intolerance and hate crimes. And I would also like to mention our general policy recommendation number 9 on preventing and combating anti-Semitism. It's presented and developed by the European Commission Against Racism and Intolerance, ECRI. This ECRI recommendation helps guide national authorities throughout Europe in strengthening criminal law, raising awareness in schools, and ensuring the systematic collection of information about anti-Semitic offenses. Its aim is also to uphold the well-being of Jewish people and their culture, recognizing that this is essential
for our shared sense of security, dignity, and belonging. So, dear friends, this leads me to my last point. This year is not only the 20th anniversary of the European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, but also the 70th anniversary of the European Cultural Convention, as mentioned also by the Minister, which has been joined by every one of Council of Europe's 46 member states. The European Cultural Convention reminds us that while countries and communities should take pride in their traditions and achievements, we should also recognize that these overlap and add up to the unique, fascinating, and inspiring mosaic of Europe that we all benefit from today. You see that in diversity, there is also unity and always a route to peace. I thank you for your attention. Mr. Secretary General, Deputy Secretary General, dear Björn, thank you so much for your words. A wider perspective, you must know that this house, the Council of Europe, is our house as well. We feel always being in our house, and because of your incredible human nature of not only understanding the issues, but also being with us in developing what we're doing and that you described. We feel so at ease, and we want to thank you. And as a senior representative here of the Council of Europe, we wanted to share with you also a specialty of Jewish cuisine, which is a bottle of kosher wine. And so thank you very much, Björn. Bien, nous allons continuer. Je vais donner la parole à Madame Irena Judikova, chef du département des institutions démocratiques et des libertés ici au Conseil de l'Europe, secrétaire exécutif par intérim de l'accord partiel élargi sur les itinéraires culturels, directrice par intérim de l'Institut européen des itinéraires culturels. Je suis particulièrement heureux de vous rencontrer et de vous donner la parole. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avec votre permission, je vais parler en anglais. Deputy Secretary General, Minister, President of the AAPJ, the local and regional councillors, Ambassador and Chair of the Minister's Deputies, dear ambassadors, and dignitaries, and dear friends. And when I say dear friends, I really mean it, because today this solemn and joyful occasion has been also an occasion for me to meet again some friends with whom we have worked in the context of the Cultural Roots program of the Council of Europe for many, many years, and I'm really happy. It's also an occasion to meet the president of the board of the Cultural Roots Institute, Mr. Ambassador Bibber, and welcome here as well to this house of the Council of Europe. Well, we are here to celebrate the vision and achievements of the AAPJ, and as well, of course, the European root of Jewish heritage, and to thank all those that have invested so much passion, energy, knowledge, time, and vision into making this route a success. But it is also a success because it's not on its own. It is part of the community, the family, the ecosystem of the European cultural roots, the Council of Europe cultural roots, which we at the Council of Europe have been supporting and cultivating for many, many years. The support for the promotion and understanding and experience of Europe's shared cultural heritage is at the core of the Council of Europe's mission. It has been since the European Cultural Convention was first drafted 70 years ago. And it's really important to remind that. And the Cultural Roots program
is a pillar in that mission. And of course, you, Mr. Berge, and others mentioned other elements of that pillar. But the Cultural Roots program, it's really something special. It was launched in 1987 with the certification of the Santiago de Compostela pilgrim route. And it highlights the richness and diversity of Europe's cultural heritage. It also enables people across Europe in all corners of the continent, small towns and villages, to understand and experience Europe's diversity in a different and new way. Today, the 48 cultural routes of the Council of Europe, as legal entities active on the ground, connect over 3,500 members. And these are organizations. There are museums, heritage sites, small and regional enterprises, local and regional authorities across 46 countries of the Council of Europe, member states, but also, in fact, they go beyond, because today 60 countries are covered, crossed by cultural routes. So that program has expanded well beyond the Council of Europe's membership. And these routes celebrate every element of Europe's cultural heritage, from art, architecture, landscape, of course also religious heritage, but also different figures of Europe's art, history, literature, music, as well as more or less tangible heritage elements such as gastronomy. So that's really very, very rich. And I'm still to meet a person, because I have been dealing also in the past, in the beginning of the Cultural Roots partial agreement with that program, I'm still to meet a person who, when he or she hears about the Cultural Roots, is not starting to immediately imagine new routes. It's really something that makes people creative and imaginative and passionate. And as the Deputy Secretary General said, together with the European Heritage Days, the Cultural Roots program is one of the really the most impactful ones on the ground with the general public. There are very few Council of Europe programs that are aimed at the general public, and they engage thousands of people annually. It's a powerful way to bring the Council of Europe's values to people in really all parts of the continent. And one of the reasons for its success is because it actually has a very rigorous certification process behind. To become a Council of Europe cultural route, it's really important to respect several criteria, that the theme is representative of European values, to have transnational multidisciplinary scientific research behind, and not just some people's ideas. It has to be underpinned by scientific evidence. It has to enhance Europe's memory, history, and heritage, and contribute to interpreting Europe's diversity not only in the past, but also today. And the certified rates need to support cultural and educational exchanges for young people, but also develop innovative and exemplary projects and tools and services in the field of cultural tourism and sustainable cultural development for different groups. That's a lot of demands. And obviously, the European Route of Jewish Heritage has been successful on all of these areas. The cultural routes also provide or help sustainable regional development by focusing on lesser known destinations. We know the problem of overwhelmed tourist destinations in Europe and beyond. And the cultural routes indeed are a way to put the spotlight in places in Europe which are lesser known, but which are not less important for Europe's history and culture. And this bottom-up approach to empower local communities and to take ownership of their heritage makes the program uniquely successful. I'd like to praise and pay tribute to the Secretariat of the European Cultural Roots Partial Agreement and the Cultural Roots Institute. In particular, Stefano Dominioni, who was for nearly 10 years Executive Secretary and who has personally contributed to that success, but also everybody on those teams. They're very, very talented and extremely committed. The secretariats of the partial agreement and the institute provide year-round advice,
to cultural routes that are both certified already, but the ones that are in the making. And that involves not just individual support for each candidate route, but also an annual training academy. The role of the university network of the cultural routes is really important as well as the annual forum, advisory forum, the cultural routes, which is a big gathering of hundreds of practitioners and stakeholders of different backgrounds to exchange ideas, to learn, to create new initiatives together. And I'd like to thank Hungary for hosting the last year's forum and Turkey for hosting the one that is taking place this year in October. To finish, I'd like to congratulate APG on its anniversary. We're both delighted to witness your growth and also grateful for your work and commitment, because every time one cultural route of the Council of Europe implements an innovative activity and succeeds in its mission, in particular, your very important mission of intercultural dialogue, building bridges between people, building trust, and working to counter the divisions and polarization that we're encountering today, all of the culture would succeed, and all of Europeans and all of Europe. So thank you very much and happy anniversary. Merci beaucoup, Madame Judikova, d'avoir rappelé effectivement ce que sont ces itinéraires. Et effectivement, merci de vos mots, parce que nous nous sentons bien dans ces initiatives, et le fait que notre travail et notre message soient reçus aussi par cette institution nous conforte beaucoup dans ce que nous voulons faire. Je vais donner maintenant la parole à Madame Gabrielle Rosner-Bloch, qui est conseillère régionale déléguée à la culture et au culte et en charge du patrimoine de la région Grand Est ici en France. Il est évident que toutes les activités se passent tout d'abord dans un lieu bien précis, parce que là, on parle Europe, on parle des grandes choses, mais le succès d'une initiative commence et finit toujours sur le terrain. Et évidemment, l'Alsace a joué un rôle fondamental historiquement, mais également du point de vue des activités de patrimoine juif. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir entendre votre message. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, cher François, de cette introduction tout à fait juste. Et donc, je vous saluerai tous, Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur Björnberg, donc Monsieur le président de l'AEPJ, cher François, Madame la présidente honoraire de l'AEPJ, cher Claude Bloch, Monsieur le ministre du Grand-Duché, Monsieur l'ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg, cher Patrick Engelberg, Madame la directrice de l'Institut européen des itinéraires culturels, Irena Guidikova, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame l'ancienne maire de Strasbourg, Catherine Trautmann, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Voilà, j'en ai fini avec les salutations. En tant que conseillère régionale déléguée à la culture et au patrimoine, c'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer ce 20e anniversaire de cette association remarquable. Cette belle aventure initiée il y a 2 décennies reflète une ambition forte et une vision, celle de la nécessité de préserver et promouvoir un patrimoine précieux, porteur de sens et profondément enraciné dans l'histoire européenne, dans l'histoire française et particulièrement dans notre région, le Grand Est. Alors que l'ouverture et la connaissance de l'autre sont plus importantes qu'elles ne l'ont jamais été, comme l'a rappelé il y a quelques jours dans le journal L'Alsace, Madame Claude Bloch. Cet anniversaire est hautement symbolique et nécessaire. Le patrimoine juif est une mémoire vivante qui a traversé les siècles. Il est un témoin de la diversité culturelle, spirituelle et intellectuelle de notre territoire. Il fait partie de son identité et de son histoire. Dans le Grand Est, chaque département porte la trace de cette histoire singulière. De la Lorraine à la Champagne-Ardenne, en passant par l'Alsace, ces lieux racontent non seulement une histoire locale, mais aussi une histoire européenne, celle d'une coexistence
parfois difficiles, mais toujours fécondes. L'étude du patrimoine religieux, et plus particulièrement du patrimoine juif, constitue un axe majeur de l'inventaire général du patrimoine culturel de la région Grand Est. Recenser, étudier et faire connaître toute œuvre ou monument qui fait partie du patrimoine national et qui n'est pas forcément déjà gardé ou protégé. Telle est la mission de l'inventaire général du patrimoine. Exercée par l'État depuis 1964, cette compétence obligatoire d'inventaire a été transférée aux régions par la loi du 13 août 2004. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les services de la région ainsi que de la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, pour le travail minutieux et fructueux qu'ils opèrent depuis plusieurs années et avec lequel j'ai énormément de plaisir à travailler. Inventorier est un levier pour faire inscrire aux monuments historiques et donc protéger ces monuments, ce qui mérite de l'être. Ainsi, depuis 2016, je me permets un rappel concret. Depuis 2016 et la création de la région Grand Est, plus d'1,5 million d'euros ont été investis dans le patrimoine juif, dont presque 900 000 euros pour soutenir des travaux de restauration dans les synagogues, protégées ou non, au titre des monuments historiques. Parmi certains dossiers marquants, permettez-moi de citer les synagogues de Wissembourg, de Thann, de Fénétrange, de Verdun ou encore Guebwiller plus récemment. Toutefois, le travail du service de l'inventaire ne s'arrête pas là, puisqu'il intervient dans toutes les étapes de la chaîne patrimoniale, que ce soit pour l'étude et la diffusion de la connaissance du patrimoine, sa restauration et sa transmission, mais aussi sa valorisation et sa médiation auprès du public le plus large possible. Cette valorisation se fait aussi à travers la publication, en juin 2024, d'un ouvrage consacré au patrimoine juif de la Champagne et des Ardennes, ou encore l'exposition itinérante 10 siècles du judaïsme, regard sur le patrimoine juif dans le Grand Est, présentée cet été à Troyes, puis au musée judéo-alsacien de Bouxwiller et à Toul. C'est ce qui adviendra dans les mois à venir. De l'évocation de l'œuvre de Rachi au XIe siècle, aux synagogues reconstruites après la Seconde Guerre mondiale, l'exposition présente par touches successives la diversité patrimoniale du judaïsme dans le Grand Est. Aussi, l'édition 2025 des Journées d'histoire régionale consacrées au patrimoine des religions, intitulée Histoire sacrée, Sacrée Histoire, sera consacrée aux faits religieux et sa transcription dans le patrimoine régional. Il s'agira d'un salon qui réunira entre 80 et 100 structures associatives ou professionnelles, et ces journées proposeront des expositions, conférences, animations. Ces journées actions phares de la région ont pour but de valoriser l'histoire religieuse, qui est importante et marquante dans notre territoire, en lui redonnant ses lettres de noblesse. Les synagogues ne sont pas seulement des lieux de culte, elles sont des lieux de rassemblement, des repères identitaires, des monuments, intégrés dans un espace commun que nous devons continuer à défendre, ainsi qu'il soit en activité ou en reconversion, car il est le reflet de la diversité d'une population et de notre richesse culturelle. C'est pourquoi, depuis octobre 2024, la mission du service de l'inventaire va encore plus loin avec la DRAC, en lançant l'étude du patrimoine juif d'Alsace. Le choix d'engager en Alsace une opération d'inventaire sur le patrimoine juif, et en particulier sur les synagogues, est un marqueur fort de reconnaissance de l'histoire du judaïsme et de son implantation en Alsace. Assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur de ce patrimoine architectural est une priorité régionale à laquelle je suis particulièrement attachée. Alors que la parole antisémite se libère, attisée par l'extrême gauche, il nous est important d'étudier, de recenser et de valoriser ce patrimoine juif régional, rappelant ainsi et faisant connaître la longue histoire juive de la France. Parallèlement, la région Grand Est porte la candidature du personnage de Rachi, le plus grand commentateur du Talmud qui a vécu au XIe siècle à Troyes, en Champagne, au label de patrimoine européen 2025, afin de valoriser le patrimoine juif auprès du public par des activités éducatives, culturelles et artistiques, comme des cours, des conférences, des parcours touristiques enrichis de dispositifs numériques innovants. Les valeurs transmises par Rachi résonnent avec celles de l'Union européenne, l'égalité femmes-hommes, la tolérance et la promotion de la liberté d'expression. La mémoire de Rachi à Troyes atteste de la contribution des Juifs et du judaïsme
à la construction d'une Europe plurielle et ouverte depuis le Moyen Âge. La région Grand Est, partenaire emblématique de ce projet dès le début, est aussi membre de son conseil scientifique, ce qui nous permet de participer à son développement et à ses orientations. Je terminerai en rappelant que c'est en étudiant et en préservant le passé, comme nous le faisons à la région, que nous construisons l'avenir, un avenir plus ouvert, plus fraternel et plus humain. Je vous remercie. Merci Gabriel. Maintenant, je peux dévoiler que nous nous connaissons depuis très longtemps. Je suis un ancien étudiant de Strasbourg et jamais je n'oublierai les invitations d'aller déjeuner dans sa famille. Il faut savoir, l'histoire n'est jamais très lointaine. Nos pères respectifs, qui ne sont plus de ce monde, ont passé la guerre en France, dans le sud de la France, ensemble et ont réussi à survivre parce qu'ils étaient juifs français, en fait, et n'ont pas été dénoncés. Et donc voilà, ces liens persistent évidemment au-delà des générations et je suis très heureux de voir que chacun dans nos fonctions, nous nous retrouvons aujourd'hui autour de cette thématique. Ancien étudiant de Strasbourg, c'est avec beaucoup d'émotion que j'accueille encore une fois Madame Trautmann. Vous allez avoir la parole en dernier. Je suis sûr que votre contribution sera très importante du point de vue thématique. Pourquoi je rappelle ça? Parce qu'évidemment, vous étiez maire de Strasbourg, parce que j'ai suivi toute votre carrière politique et nous sommes très impressionnés que vous continuez à être si active, notamment dans le domaine de la culture et sachant votre soutien indéfectible aussi à la cause de la culture et du patrimoine juif en tant qu'élément général de cette culture qui marque et qui forme, qui a formé l'Europe. Donc, Madame Trautmann, c'est avec grand plaisir que je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de saluer aussi très amicalement la présidente honoraire, Claude Bloch, de vous saluer, monsieur le secrétaire général adjoint, de vous remercier très chaleureusement, remercier aussi Madame la directrice, saluer avec amitié Monsieur le ministre Thiel et Monsieur l'ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg. C'est un véritable plaisir de voir votre implication à la présidence du comité des ministres et votre présence ce matin associée à celle de nombreux ambassadeurs et représentants permanents que je salue également. Ma chère collègue, chère Gabrielle, ce 20e anniversaire, vous l'avez dit, Monsieur le Président, et en même temps la désignation de l'itinéraire du patrimoine juif européen par le Conseil de l'Europe est un grand événement. Et c'est un événement, et vous l'avez dit, qui s'inscrit dans un territoire. Ce territoire dans lequel nous avons, Gabriel et moi, beaucoup de raisons de nous impliquer et d'œuvrer avec beaucoup de personnes qui sont ici présentes. Mais cet anniversaire évoque pour moi de nombreux souvenirs. La création de l'AEPJ a pris place au moment du grand débat sur la mémoire des années 90, provoqué par la montée des thèses révisionnistes et de l'activisme d'extrême droite. Le devoir de mémoire occupait la scène politique, secouée en France en 1990 par la profanation des sépultures juives du cimetière de Carpentras. Épisode qui fut le premier d'une série qui inclura plusieurs cimetières de notre région jusqu'à malheureusement la période récente. Le débat ne portait pas seulement sur la responsabilité mémorielle, mais sur la nécessité de répondre au négationnisme par la mise en lumière de l'histoire, celle de la Shoah, mais aussi celle de la présence multiséculaire des Juifs en Europe. L'extermination des Juifs par les nazis était allée jusqu'à l'effacement complet de leur existence, leur lieu de vie, de culte, de leur langue, de leur culture. Il était donc urgent et nécessaire d'organiser une riposte au regain de leur thèse par l'éducation, par les lieux de mémoire, comme les camps, les mémoriaux, comme celui de Thonon-les-Bains, lieu particulier de résistance, la collecte et la présentation des biographies et de la généalogie des victimes du nazisme, la préservation des cimetières, mais aussi la connaissance et la valorisation du patrimoine juif dans sa dimension européenne.
Plusieurs initiatives ont été lancées et plusieurs institutions ont vu le jour. Je pense en particulier à toutes les opérations de portes ouvertes et de promotion des journées du patrimoine juif, avec en particulier la mise en œuvre de l'itinéraire permettant la visite et la découverte de ce patrimoine tout en percevant sa dimension transnationale. Et je veux saluer avec reconnaissance l'engagement toujours précieux de Claude Bloch, initiatrice des journées du patrimoine juif dans le cadre du Bnei-Brit, Hirschler, puis de la EPJ, qui a su me mobiliser comme maire, puis comme ministre dans les années 2000 sur cet objectif, en même temps que Jean Kahn, qui fut président du Conseil représentatif des institutions juives de France, de Frédéric Raphaël, fondateur des Routes du judaïsme rhénan et auteur de travaux importants. Cette mobilisation ponctuée aussi par l'ouverture du musée du judaïsme à Paris, la création de l'association des JECPJ, présidée aujourd'hui par Thierry Corr, et la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dans laquelle Simone Weil s'est particulièrement impliquée, a montré le caractère universel de l'histoire des Juifs. Mais elle a montré aussi la responsabilité particulière de l'Alsace, qui a de tout temps comporté une proportion importante de Juifs et un patrimoine particulièrement riche et diversifié, ainsi que le démontre la partie qui lui est consacrée dans notre musée alsacien de Strasbourg, les riches travaux et archives de la Céjal, le site de Michel Roté, le judaïsme d'Alsace et de Lorraine, sans oublier les contributions érudites de Robert Weil et de Jean-Pierre Lambert, qui est parmi nous à l'origine de l'initiative que je vais évoquer dans un petit instant. Les années 2000 ont vu se développer une approche combinée des sociétés savantes et des consistoires, appuyée par l'action de l'Agence départementale du tourisme, ici en Alsace, qui a déployé de véritables parcours et guides de visite de lieux patrimoniaux, comme les synagogues, les mikvés et les cimetières. Sans oublier aussi les musées juifs de campagne, comme ceux de Buxwiller et de Horfelden. Les profanations de cimetières ont rappelé que la volonté d'éradiquer toute trace du judaïsme, ancien ou contemporain, reste un risque majeur pour un patrimoine fragile. Les veilleurs de mémoire ont entrepris une mission essentielle et exemplaire de protection des cimetières. Mais ces événements ont montré aussi que l'antisémitisme se propage de manière insidieuse ou violente dans les écoles, dans l'espace public, dans les médias, les réseaux sociaux et sur les lieux de travail. Il est indispensable d'agir plus intensément pour que chacune et chacun puisse s'approprier ce patrimoine et le faire sien. Aujourd'hui, nous avons un défi et une responsabilité. Le défi est de relancer une dynamique au moment où certaines communes de notre territoire disposant de patrimoine n'ont plus de présence juive dans leurs murs et que ce patrimoine risque de disparaître. La responsabilité est que cette nouvelle initiative soit suffisamment mobilisatrice et ambitieuse pour poursuivre le chemin déjà parcouru, ainsi que pour répondre à un intérêt croissant du public pour ce patrimoine, comme en témoigne l'augmentation de visiteurs et l'intérêt pour les itinéraires culturels et pour les routes. 3 associations dédiées à l'histoire et la préservation du patrimoine juif rhénan, 6 au 15 rue des Juifs à Strasbourg, dans un bâtiment construit en 1290, puis occupé par des familles juives intégrées et prospères, jusqu'au bûcher du 14 février 1349. La Société pour l'étude du judaïsme d'Alsace et de Lorraine, la Céjal, anciennement Société d'histoire des Israélites d'Alsace et de Lorraine, qui a été fondée en 1905 et présidée par Norbert Schwab, les Routes du judaïsme rhénan, présidées par Françoise Elkoubi, la Maison du judaïsme rhénan, que j'ai l'honneur de présider, ont décidé de proposer une initiative partagée. L'inscription de la collection des synagogues d'Alsace au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. En voici les raisons. Nous constatons un alignement de planètes favorable, outre l'investissement de la région Grand Est dont a parlé ma collègue, la mobilisation de la communauté strasbourgeoise, propriétaire de 27 synagogues, qui a confié la responsabilité du patrimoine juif, sa valorisation à Yoav Rossano, directeur patrimoine et culture. Le rectorat de l'Académie, qui a confié à Carole Wenner, docteur en histoire, un projet de constitution d'un matériel pédagogique sur les synagogues d'Alsace, qui a pour vocation de mobiliser et rassembler les communautés éducatives autour des valeurs républicaines et de faire connaître aux habitants une histoire
qui fait partie de leur identité, qu'ils soient juifs ou non. L'actualité de la recherche est riche et implique notre université, dont je salue le président ici, Michel Deneken. Et je fais référence à la récente exposition sur les biens spoliés sans propriétaire au Palais des Rohan. J'évoque aussi les travaux de la chercheuse Carla Heim, qui est paru dans le cadre d'un projet de recherche commun aux universités de Strasbourg et de Bamberg, dont l'objectif est un travail de reconstitution du quartier juif du Roufak médiéval et de la connaissance de son ancienne synagogue. L'expérience du Shum d'Erfurt et d'Erfurt constitue un guide pour nous stimuler et pour nous faire bénéficier d'un réseau de plus en plus important avec lequel nous pouvons développer une coopération à la fois scientifique, culturelle et touristique. Je citais l'initiative du Grand Est et je voudrais saluer la contribution du professeur Dominique Jarassé, qui expertise aujourd'hui le patrimoine de Champagne et qui est un éminent expert auquel nous faisons également référence. 2 caractéristiques alsaciennes justifient cette candidature à l'inscription sur la liste de l'UNESCO. L'Alsace connaît une situation unique par le nombre de sites patrimoniaux, environ 200, qu'elle détient au sein de son espace. Mais elle abrite surtout la plus grande concentration de synagogues anciennes de toute l'Europe. Si nombre d'entre elles ont été détruites à travers les siècles, parmi celles construites entre 1791 et 1939, 80 sont encore présentes et debout et continuent, pour nombre d'entre elles, leur vocation cultuelle ou sont aussi transformées. Par comparaison, dans le reste de la France, on ne compte que 60 synagogues. Et dans le Bade-Wurtemberg, il ne subsiste seulement qu'une douzaine de synagogues en état d'être des lieux de mémoire valorisables. Ainsi, les synagogues d'Alsace forment une véritable collection, et c'est une première caractéristique qui motive notre candidature. La seconde caractéristique est la richesse même des synagogues construites au XIXe siècle. Alors que la plupart des synagogues de cette période ont disparu, et vous comprenez pourquoi, en particulier en Allemagne, bien sûr, et dans les pays voisins, nos synagogues datant de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle viennent combler un vide historique entre le Moyen Âge et la période contemporaine et compléter la connaissance du développement du judaïsme par leur présence dans la vallée du Rhin. L'Alsace détient donc un témoignage unique qui l'oblige non seulement à soutenir la protection et la valorisation de ce patrimoine en le considérant sous son angle traditionnel, mais elle a une responsabilité plus grande encore, celle d'accroître la recherche, la connaissance, la diffusion de celle-ci à une échelle aussi vaste que les autres sites classés patrimoine mondial de l'humanité. Un dernier élément vient encore souligner ce caractère unique et fondamental. Le vide créé par la destruction le 12 septembre 1940 de la synagogue consistoriale de Strasbourg crée une appréhension paradoxale de la collection alsacienne. C'est celle qui manque, la plus monumentale et ornementée, chargée de manifester la pérennité de la présence de la communauté juive alsacienne à 2 pas de la cathédrale de Strasbourg, qui a traversé toutes les vicissitudes de l'histoire. C'est la synagogue qui était située en plein cœur de la Neustadt, classée patrimoine mondial. C'est la synagogue absente qui vient renforcer le caractère extraordinaire de la présence de celles qui ont échappé au désastre. 10 années sont nécessaires pour mener à bien cette aventure au long cours. Mais les 20 années passées nous inspirent, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général adjoint, et nous espérons que nous pourrons ainsi enrichir les étapes et de prochaines étapes de l'itinéraire du patrimoine juif européen que vous avez bien voulu au Conseil de l'Europe soutenir pendant tant d'années et inspirer aussi pour tous ceux qui se sont engagés sur cette route. Merci beaucoup et bon anniversaire. Madame Trautmann, je savais que vous alliez nous dire plein de choses intéressantes. Je terminerai par dire que non seulement vous avez évoqué toute la richesse de ce patrimoine juif local et de toutes les initiatives que vous soutenez avec force toujours, vous avez vraiment cette dynamique formidable d'une citoyenne exemplaire, mais également vous dites une chose, c'est qu'un anniversaire n'est pas une fin. Un anniversaire, c'est finalement
voir en avant. Et déjà, vous nous donnez plein de projets locaux à soutenir. Et dans 10 ans, j'espère personnellement pouvoir être là et continuer à fêter ce patrimoine juif. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les intervenants. Je voudrais encore saluer Monsieur le Président de la communauté juive venant d'Athènes en Grèce. Je voudrais saluer Madame l'ambassadrice Anne Gödert du Luxembourg, Monsieur David Weiss qui va faire la modération tout à l'heure de la deuxième partie. Je voudrais saluer mon ami Chaim Muzikant du Bnei Brit et généralement représentant aussi cette frange de la communauté juive à Paris, très dynamique. Cette association est faite de tellement de gens que je ne peux pas citer à l'intérieur, mais également de tous les intervenants, de tous nos partenaires avec qui nous avons pu avancer jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vient le moment festif tant attendu. J'espère que ça va fonctionner. Le gâteau va arriver, le photographe va arriver et nous allons faire un grand moment de célébration. Et après cette célébration, pour ceux qui peuvent rester ici, nous aurons le début de ce colloque sur le patrimoine juif médiéval. Encore une fois, merci beaucoup à tous les intervenants et à tout de suite pour la photo et le moment festif.